Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de la science, le magazine de la connaissance et du savoir. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans de l'action, rien que de l'action, en compagnie des sapeurs-pompiers de l'aéroport international de Tontouta. Pendant une semaine, nous avons suivi l'entraînement de ces hommes, tous membres du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, appelé aussi SSLIA. Au cours de multiples exercices, ils vont apprendre à intervenir le plus rapidement possible sur le tarmac et à combattre un ennemi sans pitié, le feu. Les pompiers de l'aéroport de Tontouta, c'est tout de suite sur NCTV. Ici, nous sommes sur le plateau technique de l'Institut de formation des pompiers d'aérodrome Georges Pigeon. Ici, ce plateau technique nous permet de reproduire des exercices d'incidents ou d'accidents d'aéronefs survenant sur un aéroport. Ces exercices ont pour but de se rapprocher de ce que pourrait être un feu dans la réalité, un feu de réacteur, un feu de train, et comment il faut adapter son intervention. Alors, les différents feux qu'on essaie de reproduire sur ce plateau technique, c'est les feux de différentes parties d'un avion. On a le feu de train, le feu de moteur. On essaie aussi de reproduire un mur de feu qui est censé représenter le mur de feu qu'on aurait devant un aéronef type Airbus A320. Et on essaie aussi de reproduire le feu de nappe. Ces formations continues, elles interviennent 3 ans après leur formation initiale. Les pompiers revoient tous les modules de formation qu'ils ont vus en formation de base. Et voilà, toute la semaine, ils ont des exercices au feu et aussi comment on intervient sur les différentes parties d'un avion. Il est important de reproduire ces exercices parce que d'abord, ce ne sont pas des situations qui arrivent tous les jours. Dieu merci, il n'y a pas des crashs dans le monde tous les jours. C'est important de se rappeler que c'est physiquement difficile, c'est éprouvant. Et on a la chance ici, nous les Calédoniens, d'avoir un terrain qui nous permet de faire des exercices qui respectent l'environnement, mais aussi les exigences de notre réglementation. Le flashover, encore appelé embrasement généralisé éclair, représente ce que redoutent le plus les pompiers quand ils sont en opération. Un phénomène thermique aux effets dévastateurs au cours duquel les matériaux s'enflamment comme par magie. Alors, quels sont les signes annonçateurs d'un tel embrasement? Quel est son mécanisme? Comment les pompiers peuvent-ils le combattre? Réponse en images en compagnie d'un instructeur, Erwan Uliu. Ce qu'il y a derrière moi, c'est ce qu'on appelle un caisson FO, caisson flashover. Ça nous sert à observer les signes annonciateurs d'un flashover. L'objectif, c'est de faire entrer des pompiers à l'intérieur et mettre le feu pendant qu'ils sont à l'intérieur. Et à partir de là, on observe les différents phénomènes donc, qui peuvent annoncer un flashover. Alors le flashover, déjà, pour que ça se crée, il faut qu'on soit dans un local semi-ouvert qui ait un apport d'air. Donc la plupart du temps, quand c'est une fenêtre ouverte ou une porte entrouverte, ça suffit justement à déclencher un flashover lorsqu'il y a le feu à l'intérieur. Donc ça se déclenche tout d'abord avec un feu de faible intensité. Et comme ce feu est alimenté par de l'air entrant par une fenêtre ou par une porte entrouverte, donc le feu devient de plus en plus véloce
ça crée de la fumée, des gaz de pyrolyse en partie haute. Donc la chaleur s'accumule, les fumées s'accumulent, les gaz s'accumulent en partie haute. Et ça fait monter le local ou la pièce en chaleur. Et dès qu'on arrive à une certaine chaleur, une certaine intensité, le flashover se déclenche. Quand il fait 500 degrés dans le local, il peut y avoir flashover. Tout prend feu instantanément, du sol au plafond. Donc ça, c'est le principal danger du flashover. Et pour ainsi dire, il n'y a généralement aucun survivant. Donc l'objectif, là, c'est de montrer aux pompiers les signes annonciateurs du flashover. Donc ils vont pouvoir observer aussi ce qu'on appelle des anges danseurs. Ce sont des petites poches de gaz qui s'auto-enflamment une fois qu'elles sont arrivées à une certaine température. On va aussi leur faire découvrir ce qu'on appelle les rollovers, ce plafond de fumée qui arrive justement à l'interface des fumées, qui passe juste au-dessus de leur casque. Donc les rollovers, c'est vraiment le signe critique, le signe réel annonciateur du flashover. Donc tout ça, on leur montre en phase d'observation. Donc il n'y a aucun risque, puisque notre caisson est sécurisé. On va enchaîner. Vous aurez vu votre zone d'observation, vous aurez vu les signes annonciateurs, d'accord? On va s'asseoir. Ensuite, on enchaîne sur la phase d'attaque, tout de suite, dans la foulée. Le binôme 11, un porte-lance et un aide-porte-lance. À genoux devant la porte. Voilà, ça c'est la position de départ, ok? Tout à l'heure, on a parlé de quoi avant de pénétrer dans le local? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, le test port. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On observe. Si l'eau coule jusqu'en bas, après notre test porte, c'est bon. On peut faire donc quoi? On peut faire une ouverture porte. On ouvre. Alors la phase d'attaque, c'est tout d'abord un binôme à l'extérieur du local. On intervient toujours en binôme, en phase d'attaque. Avant de pénétrer dans un local, ils ont des procédures à respecter. Le test porte dans un premier temps. Ensuite, l'observation, l'ouverture de porte, le test plafond et un engagement minimum, pas rentrer trop vite et trop en profondeur dans le local. Donc on leur réapprend tout ça. Donc toujours à genoux, à genoux, à genoux. Tu te mets sur le côté, pas face à la porte à l'ouverture. Tu ouvres légèrement, tu approches. Ok, tu regardes, tu fais ton test, hop, ok. On regarde ce qui se passe. Une fois que c'est bon, si le test est bon, ok, vous pouvez rentrer. Il va rentrer, moi je vais le suivre et l'aide porte-lance viendra derrière moi. Moi je me mets juste derrière le porte-lance, ok? Stop, tu peux revenir. Ensuite, on passera en phase d'attaque, juste après, dans la foulée, sans pause. Et là, ce sera à eux de prendre une lance et de combattre tous ces signes annonciateurs du flashover, de réduire l'intensité du feu, de comprimer les fumées et les gaz, et au final, d'éteindre le feu et de faire des ouvertures. Alors le backdraft, c'est différent du flashover. Le backdraft, c'est une explosion de fumée. On va déjà se trouver dans un local complètement clos, porte fermée, fenêtre fermée, maison complètement fermée. Un feu naissant à l'intérieur de cette maison. Le feu aura consommé tout l'oxygène de la maison, aura fait beaucoup de fumée, beaucoup de gaz, et il n'y a plus d'air. Donc le risque, c'est à ce moment-là d'ouvrir la porte ou d'ouvrir une fenêtre. Il y aura un appel d'air qui va rentrer dans la pièce, et là, ça va provoquer une explosion, l'explosion des fumées. Donc une grosse boule de feu va sortir par l'ouvrant qu'on aura créé, soit la porte, soit la fenêtre qu'on aura ouverte. Donc voilà ce que c'est qu'un backdraft, c'est vraiment une explosion de fumée. Contrairement aux idées reçues, les fumées font davantage de victimes que les flammes, que ce soit chez les pompiers ou les civils. Elles sont même responsables de 80% des décès liés à un incendie. En cause, les gaz irritants ou toxiques produits par la combustion de divers matériaux. Cyanure, hydrogène, sulfuré, la liste est longue. Et suivant la composition du combustible, la toxicité des fumées sera plus ou moins importante. Ainsi, à titre d'exemple, 1 kg de chlorure de polyvinyle, que l'on appelle plus communément PVC, dégagera sous l'action des flammes près de 280 litres d'acide chlorhydrique. Mais alors, comment font les pompiers pour sauver des personnes en détresse dans des zones envahies par des gaz toxiques? C'est Yannick Patoua, l'instructeur équipement protection individuelle, qui nous explique cela.
Donc Securo 1 de binôme de pénétration. Donc aucune victime à l'intérieur. Et nous avons fermé la bouteille de gaz qui fuyait. Reçu. RATS-RUN, c'est un module qu'on a appris un peu chez les Anglais. Ils appellent ça le RATS-RUN, le parcours du rat, si vous voulez. Donc on évolue à quatre pattes ou en rampant. Donc c'est un exercice qui est très difficile, mais c'est un entraînement nécessaire pour travailler le physique. Donc l'exercice, on démarre en rampant, tout le parcours est rampant, et ensuite on passe à l'autre module. Là, tu te mets plus debout avec plusieurs obstacles, des pneus, des palettes, des cordes. Et ensuite, on montera à l'étage du dessous qui est représenté, le conteneur du dessus est représenté comme un appartement. Ensuite, ils passeront avec un autre conteneur où il y aura plus d'obstacles, des tuyaux, des batteries, des pneus, des cordes, donc voilà. Et ensuite, il passera à l'étage du dessus qui est reconstitué comme un appartement, quoi. RATS-RUN, on a déjà les EPI, au niveau de tenue de feu de protection, ainsi que le casque. Les EPI, ça couvre les tenues de feu, sur la veste ou le surpantalon, ainsi que le casque. Et ensuite, l'appareil respiratoire isolant, l'ARI qu'on appelle dans le jargon des pompiers. L'appareil respiratoire, c'est ce qui te permet d'engager tes binômes dans un milieu hostile où c'est pollué. Là, tu seras préservé avec de l'air fourni par ta bouteille d'ARI. Donc il va te protéger en fait, avant d'engager un binôme à l'intérieur du milieu qui est pollué, quoi. Les contraintes physiologiques, déjà, c'est le poids qu'on a sur le dos. Côté visuel, c'est plus la même chose. Et tu entends, enfin, côté auditif, c'est la même chose, quoi. Du coup, la difficulté, elle est là. Et en plus, dans ce module-là, tu es obligé de ramper. Donc la difficulté, elle est encore multipliée par 10, quoi. L'entraînement, c'est vraiment important, hein. C'est pour vraiment connaître ces hommes, connaître leur capacité physique. Et voilà, ça permet d'être le jour J, être en forme, quoi. Tu pourras après, avec le temps, mieux gérer ton stress, mieux gérer plein de choses, quoi. Et c'est pour ça qu'on privilégie beaucoup l'entraînement. Manœuvre, manœuvre, manœuvre. Chacun le sait, plus le délai d'intervention des pompiers est court, plus les chances de sauver des vies sont importantes. À tout ou tard, afin d'être prêt à intervenir dans des délais de moins de 3 minutes en bout de piste, les services de sauvetage et d'incendie doivent pratiquer un exercice que l'on appelle temps-réponse. Mais retrouvons tout de suite Jacques Demeillet, le chef de manœuvre, pour plus de précision. Exercice temps-réponse. Départ immédiat de tous les sécuros. Donc on vient de faire un temps-réponse. Un temps-réponse, c'est pour tester la rapidité de nos moyens opérationnels, que ce soit les véhicules ou les sapeurs-pompiers. Le but, c'est d'arriver en moins de 3 minutes à l'endroit du sinistre, s'il est sur la piste, par rapport au début de l'alarme. L'alarme tout à l'heure a sonné de la tour et la loi internationale dit que n'importe quel aéroport international doit être capable, les moyens de secours, d'être arrivé en moins de 3 minutes sur place et d'être en mesure de projeter la moitié de nos moyens. Et en 4 minutes, la totalité de nos moyens. Donc c'est vraiment un test de rapidité sur l'ensemble du matériel opérationnel et des pompiers. Alors on peut gagner des secondes précieuses déjà sur les équipements. Nos équipements, par exemple les camions, ils sont branchés sur des consoles pneumatiques qui nous permettent d'avoir tout le temps la pression d'air nécessaire dans les camions, parce que sinon il faut attendre que le camion chauffe pour débloquer les freins. Donc en étant branché en permanence, le véhicule est tout de suite opérationnel. Pareil pour la température moteur. Tous nos camions sont branchés électriquement également sur une console, de manière à avoir la température moteur maximum, c'est-à-dire qu'il est tout le temps à 80 degrés, on a la pleine puissance. On a des camions très puissants de plus de 700 chevaux
Ça serait dommage de ne pas bénéficier de cette totalité de puissance par manque de branchement. Par ailleurs, pour les moyens en hommes, on dispose aussi les vêtements d'une certaine façon sur le vestiaire, ce qui nous permet d'enfiler dans nos bottes, mettre la salopette, mettre la cagoule, enfin voilà. On a des racks d'habillement qui sont bien étudiés de manière à mettre chronologiquement les pièces les unes après les autres, de manière à être le plus rapide possible, le plus efficace possible au niveau rapidité. Et on arrive à le faire. Même si les hommes sont entraînés à intervenir le plus rapidement possible, encore faut-il que le matériel utilisé soit aussi en état de fonctionnement permanent. Contrôle, essai, rien n'est laissé au hasard pour bien faire, comme nous l'explique Michael Delaunay, le chef de manœuvre. L'essai mousse, ça consiste à voir si tout fonctionne lorsqu'on a besoin de cracher de la mousse avec nos camions, vu que c'est notre premier produit d'extinction sur un feu d'hydrocarbures. Donc l'essai mousse, pareil, c'est chaque camion a un essai une fois par jour toute la semaine sur nos 5 camions. Et donc ça consiste à voir la consistance de la mousse, vu qu'on est en bas foisonnement et qu'on est à un taux de 6%. Donc c'est pour ça qu'on fait l'essai mousse chaque jour pour chaque camion. Ces normes-là sont définies par les normes OACI, hein, donc l'organisation internationale. Donc il y a un taux à respecter, donc c'est bien pour ça faut être vraiment pointilleux dessus sur la consistance de la mousse. Donc l'essai mousse en général se fait sur un terrain comme vous voyez autour de nous là, donc ça c'est notre terrain d'entraînement, donc sur un tarmac, sur une surface plane, sur du ciment, sur du bitume. Donc l'essai mousse se fait dessus parce que là on voit très bien la différence, quoi, hein. Tandis que si on l'a fait sur de l'herbe ou sur une route en terre ou un truc comme ça, toutes les parties pointues peuvent casser la consistance de mousse. Donc on le fait ici là, la plupart du temps. Et à l'œil nu, on arrive à jauger si la mousse est en conséquent bonne ou pas. Donc la mousse, c'est un mélange d'émulseur et d'eau. Donc ces deux composants passent dans la pompe du camion. Et donc en sortant soit du canon du camion, soit de la lance que l'on fait à main, donc là c'est ce qu'on appelle de la mousse. Donc cette mousse, bien sûr, elle est utilisée sur tout feu d'hydrocarbures. Donc spécifiquement sur les aéroports comme nous, mais aussi les collègues qui sont en commune l'utilisent aussi sur des feux de voiture ou feux d'hydrocarbures. Voilà. Donc la mousse est faite pour ces feux-là. Donc pour le roulage sur piste avec nos gros porteurs d'eau là, c'est de voir s'il a toujours sa puissance optimale. Donc ça, c'est mesuré avec un temps donné et à une vitesse aussi donnée. Donc on doit faire du 0 à 80 km/h en moins de 28 secondes. Et ensuite, son deuxième but, c'est de faire rouler le camion, voir si tout fonctionne très bien, tout. Comme c'est des camions qui sont hors gabarit, donc ils ne sont pas trop amenés à rouler sur les routes extérieures de l'aéroport. Donc le seul endroit que l'on puisse rouler avec ces camions-là, c'est sur la piste. Donc c'est pour ça qu'on appelle roulage sur piste. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'eau n'est pas toujours le moyen le plus approprié pour lutter contre les flammes. C'est par exemple le cas des feux d'hydrocarbures. Nous allons maintenant retrouver Erwan Uyo et Hervé Ndiaye qui vont nous montrer les différents protocoles d'attaque déployés sur ce type de feu. On regarde tout ça. La principale fonction de l'eau sur un feu, c'est de refroidir. Sur un corps gras comme des feux hydrocarbures, c'est pas efficace. L'eau va être efficace sur des feux secs comme du bois, du papier, du carton. L'eau, ça ne sera pas efficace, surtout sur des feux, par exemple, des feux de grande ampleur, des grands feux de nappe d'hydrocarbures. Donc un feu de nappe, c'est un feu d'hydrocarbures en général qui se répand au sol.
Donc la particularité de ce feu, c'est que c'est un feu qui peut être rapidement incontrôlable de par la météo et de la topographie du terrain. Donc on est obligé d'agir rapidement en déposant un tapis de mousse qui va former un film sur l'ensemble de la nappe en feu afin donc de l'éteindre et de réduire la capacité à se réenflammer avec des techniques d'extinction et de refroidissement. Le protocole d'attaque avec un camion consiste à pouvoir projeter une solution moussante vers notre nappe en feu de façon à se servir des propriétés élastiques de la mousse, bien entendu en ayant le vent dans le dos de façon à ce que notre mousse puisse s'étaler le plus rapidement et le plus simplement possible sur notre feu. Alors la mousse, c'est le moyen d'extinction par excellence pour les feux d'hydrocarbures. C'est le meilleur agent extincteur pour tous les feux hydrocarbures connus à ce jour. Le triangle du feu, c'est les trois éléments. C'est le comburant, donc c'est l'air. Ensuite le combustible, ça peut être du bois, du papier, du gaz, d'hydrocarbures. Et une source de chaleur, l'énergie d'activation, une flamme. Une fois qu'on a ces trois éléments réunis, dans de bonnes proportions pour qu'il y ait inflammation. L'objectif de la mousse, c'est justement de couper, c'est d'isoler le feu de l'air. Donc on va venir déposer de la mousse à la surface de l'hydrocarbure en feu et ça va étouffer vraiment les flammes. Alors le protocole d'attaque d'un feu de nappe avec un binôme consiste, comme avec un camion muni d'une lance-canon, à pouvoir projeter une quantité de solution moussante vers notre feu de nappe, bien sûr en amont, bien avant le feu, de façon à se servir également des propriétés élastiques de la mousse, de façon à pouvoir faire notre extinction. Vous allez vous mettre, on va prendre deux binômes. Ceux qui n'étaient pas passés aux lances là-bas vont se mettre aux lances ici, d'accord, pour un premier passage avec un aide porte-lance. Et c'est parti. En position, Jérémy vous prend en main. Tu prends la suite, Jérémy. Alors là, on a un simulateur de train d'atterrissage. Ce simulateur nous sert à faire des exercices de feu d'hydrocarbures sur train d'atterrissage. Donc on alimente ce simulateur avec de l'hydrocarbure et donc ça reproduit, ça nous rapproche le plus possible de la réalité. Lorsque on met le feu en bas, au milieu et en haut, ça fait vraiment très réel. Et donc l'objectif pour nous pompiers, c'est de maîtriser ce feu. Ces exercices sont importants parce que lorsque l'on a un type de feu de ce genre, il faut savoir que c'est un type de feu qui est quand même assez violent, donc avec des risques de propagation, il faut que les binômes soient entraînés, surentraînés, de façon à ce que chaque geste soit un automatisme et que l'opération se déroule le plus rapidement possible. Voilà, les coulisses de la science consacrées aux soldats du feu de l'aéroport de Tontouta, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette immersion chez les pompiers en action. J'en profite d'ailleurs pour les remercier de nous avoir ouvert leurs portes, mais encore de nous avoir permis de partager leur quotidien le temps d'une émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau magazine. Et puis sachez que vous pouvez nous retrouver sur Internet en tapant sur YouTube NCTV Nouvelle-Calédonie. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt.